quand on parle des projets d'infrastructure publique, la première question qu'on peut se poser effectivement, c'est qui gère le projet. J'ai voulu commencer par ce premier point parce que la gestion aujourd'hui des grands projets publics notamment, et la gestion des grands projets publics se fait en général de deux façons, soit en maîtrise d'ouvrage directe. Peut-être je reviendrai, je vais faire une petite parenthèse concernant la terminologie. Maîtrise d'ouvrage, c'est une terminologie juridique pour désigner de façon assez banale le porteur du projet, donc celui qui gère le projet, celui qui en est responsable, c'est lui qui est le maître d'ouvrage du projet. Et donc les maîtres d'ouvrage publics, ce sont toutes les structures publiques, personnes publiques, collectivités territoriales, établissements publics, agences publiques, qui gèrent des projets qui sont porteurs de projets. Donc ça, c'est la maîtrise d'ouvrage publique. Donc, quand vous avez un projet public, soit il est géré en maîtrise d'ouvrage directe, soit il est géré par recours au secteur privé. Et dans ce cadre-là, les mécanismes les plus fréquents qui sont utilisés, c'est le marché de partenariat, qui est appelé communément aussi partenariat public-privé. Ce sont aussi les concessions. Aujourd'hui, la tendance est fortement marquée par la création de structures de projets qui sont dédiées. Les 3 derniers grands projets d'envergure à l'échelle française qui ont eu lieu ces dernières années ont été gérés par des structures, des sociétés qui ont été créées et spécialement dédiées pour assurer la gestion des projets en question. J'en cite 3. La Société du Grand Paris, qui est un établissement public de l'État, en charge d'assurer la gestion du projet Grand Paris Express, qui est un projet extrêmement important d'un coût total de 35 milliards. C'est le plus grand projet européen aujourd'hui d'infrastructure, qui a pour but d'assurer un meilleur maillage ferroviaire de la région Île-de-France, qui est extrêmement dense, mais avec un nœud ferroviaire extrêmement dense, extrêmement compliqué à gérer au centre de Paris. Donc l'idée, c'est d'ouvrir ce maillage territorial par ce projet d'envergure. Ensuite, vous avez la société TELT qui a été créée pour assurer la liaison ferroviaire Lyon-Turin avec un budget de 8,6 milliards d'euros. C'est un projet financé par la France et l'Italie. Et ensuite, dernière arrivée, la Société du canal Seine-Europe, dont l'existence ne date que du 4 mai 2017, c'est extrêmement récent, en charge de cette infrastructure fluviale à dimension européenne avec un budget de 5 milliards. Alors pourquoi le choix dans tous ces cas-là? C'est simplement parce que une étude comparative faite a permis de démontrer que entre une gestion publique directe et une gestion privée, le coût était extrêmement plus élevé quand il s'agissait de gestion privée. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque, en réalité, les personnes publiques, l'État, les collectivités, sont en mesure d'assurer le financement, ont bouclé leur financement, le choix naturel, en tout cas, qui le devient de plus en plus, c'est la création d'une société dédiée dont l'objectif exclusif sera de réaliser l'infrastructure en question. Ça, c'est le qui gère. Il y a une analyse comparative intéressante à faire en amont lorsque, en tout cas, le financement public est possible. Lorsqu'il ne l'est pas, c'est un peu plus compliqué, effectivement, et souvent, les personnes publiques sont contraintes de recourir au secteur privé pour assurer la maîtrise d'ouvrage de leur projet. Ça, c'est le qui gère. Ensuite, sur l'acceptabilité, puisqu'on est quand même dans l'acceptabilité du projet, des projets d'infrastructure publique, les principes généraux qui régissent cette acceptabilité, en tout cas le point de départ de ces principes, c'est l'utilité publique du projet. C'est la déclaration d'utilité publique qui est appelée communément DUP. Et cette DUP, c'est la première rencontre officielle entre le projet et le grand public. Dans le droit français, vous pouvez avoir certains débats en fonction de l'envergure du projet, ce qu'on appelle le débat public et la concertation locale.
avec la Commission nationale du débat public qui a été mise en place et des concertations locales en fonction de l'importance du projet et qui donne lieu à des rapports, des relevés de débat qui permettent de venir nourrir le dossier d'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique. Mais la vraie première rencontre officielle entre le projet d'infrastructure et le grand public, c'est la déclaration d'utilité publique. Celle-ci fait l'objet d'une constitution de dossier d'enquête qui permet de porter à la connaissance du grand public le projet dans toutes ses dimensions, l'étude d'impact, les incidences environnementales, les caractéristiques de l'ouvrage, une appréciation des dépenses. Alors, une appréciation souvent sommaire parce qu'on en est qu'au tout début, et parfois il est besoin d'affiner un peu le projet au fil de l'eau, mais en amont, vous avez au moins une appréciation sommaire de ce que ça va coûter. Donc ça, c'est le dossier d'enquête publique qui est porté à la connaissance du public et qui permet à celui-ci de se prononcer, de faire valoir des observations, de porter des critiques, des propositions pour que l'autorité administrative qui va trancher ensuite et finalement tous les éléments en main pour trancher sur l'intérêt public du projet. Quand on parle d'utilité publique, c'est simplement la question de savoir si le projet a un intérêt public ou pas. Alors, effectivement, selon certains, cet intérêt public est facile à démontrer en fonction des ouvrages. Quand vous avez une installation ferroviaire en réalisation ou une autoroute, l'intérêt public en lui-même, il est assez visible. Par contre, mais on le verra un peu plus loin, il faut mettre en balance cet intérêt avec tous les inconvénients qui sont susceptibles de résulter de la mise en place, de la réalisation de l'infrastructure. Donc, ici, je vous ai mis un petit tableau indicatif de ce qu'est une enquête publique à compter de la finalisation finalement du dossier d'enquête jusqu'à la phase où l'enquête est achevée, la clôture est prononcée. Et vous avez à peu près un total de 6 à 12 mois, selon les projets, selon leurs complications. Parfois, cette période-là peut être rallongée en fonction d'incidents en cours de parcours qui ont pu intervenir. C'est le cas, par exemple, s'il y a eu une suspension, ce qui est possible. C'est le cas aussi lorsqu'une enquête complémentaire a été diligentée. Mais en fonctionnement normal, vous avez entre 6 à 12 mois entre le moment où vous avez finalisé, déposé votre dossier d'enquête et le moment où cette enquête publique a été clôturée. Une fois que cela est fait, la déclaration d'utilité publique est prononcée soit par arrêté, soit par décret. Donc, le décret, c'est pour les projets d'envergure nationale. L'arrêté, c'est pour les projets qui ont une dimension un peu plus locale. Et pour la prononciation de la DUP, environ, vous avez entre 1 minimum et 18 mois maximum après la clôture de l'enquête publique. Quel est l'intérêt maintenant d'avoir une déclaration d'utilité publique d'un projet d'infrastructure? Cet intérêt, il est essentiellement il recouvre essentiellement un point très important, c'est la possibilité que vous aurez ensuite en tant que porteur du projet d'engager ce qu'on appelle une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on parle de déclaration d'utilité publique. Une fois que vous avez obtenu cet acte administratif, cette autorisation en quelque sorte, vous avez pour votre projet une très belle latitude qui consistera à vous permettre de réaliser l'expropriation de propriétés, essentiellement de propriétés privées, mais aussi de propriétés publiques, en tout cas dans certains cas, afin de disposer de la maîtrise foncière qui est nécessaire pour réaliser votre ouvrage. Si vous avez une installation, comme c'est le cas par exemple du projet Canal Seine-Nord Europe que je suis, vous avez un linéaire de 107 km. Ça touche à peu près des milliers de personnes. Et la déclaration d'utilité publique vous donne le droit de venir les voir chacun, en tout cas chaque personne dont la propriété est située sur le tracé de votre ouvrage, vous êtes en droit de venir le voir et lui faire savoir que vous avez besoin de ces terres. Et effectivement, vous engagez une démarche amiable avec cette personne-là
pour obtenir à l'amiable qu'il vous rétrocède son terrain. S'il refuse, s'il y a des blocages, grâce à l'effet de la DUP, vous êtes en mesure de saisir un juge pour obtenir le transfert forcé de propriété. Tout ceci se faisant naturellement avec une juste et préalable indemnité. Vous devez l'indemniser, mais ça, je pense que c'est quelque chose d'assez banal et d'assez général pour tous les projets publics, je pense, de tous les pays du monde. Vous avez toujours cette phase d'expropriation des propriétaires avec au préalable une indemnisation pour le préjudice que leur cause la perte de leur propriété. Alors, la déclaration d'utilité publique, dans la mesure où elle est le premier acte de rencontre entre le public et votre projet, effectivement, de façon tout à fait naturelle, c'est aussi un acte qui est exposé au risque de contentieux juridique. C'est très rares sont les projets qui ne font pas l'objet de recours contentieux devant les tribunaux. Alors, ce qui est intéressant à dire et à noter, c'est que dans ce cadre-là, le juge procède à ce qu'on appelle un test de bilan coût-avantage. Votre projet, il va être validé ou il va être censuré selon que le bilan coût-avantage est positif ou négatif. Vous avez d'un côté les intérêts du projet, les emplois qui vont être créés, les zones qui vont être désenclavées, l'apport par rapport à l'économie, ainsi de suite, ainsi de suite. Les avantages sont assez faciles à décrire en général. Et puis, de l'autre côté, vous avez tous les inconvénients du projet, le fait qu'il porte atteinte à la propriété privée, c'est le cas lorsque vous devez exproprier un grand nombre de personnes, son coût financier, ses inconvénients d'ordre social, c'est la mise en cause de l'environnement, en tout cas certaines atteintes à l'environnement ou l'atteinte à d'autres intérêts publics par ailleurs qui peuvent exister. Donc, il est passé au crible de ces différents items pour déterminer si, au final, par rapport aux inconvénients qui sont constatés, l'ouvrage présente un bilan positif ou non. S'il est positif, il est validé. S'il est négatif, il est censuré. Donc ça, c'est le... Et donc, comme constat conclusif, ce que l'on peut dire à ce stade, c'est que la phase de déclaration d'utilité publique, ça marque aussi l'engagement du maître d'ouvrage. Quand je dis maître d'ouvrage, il faut comprendre ici le porteur du projet. Ça marque son engagement par rapport à l'étude d'impact qu'il a réalisée, ce qui est très important ensuite pour la suite des événements. C'est un engagement de la part du porteur du projet. C'est un risque contentieux très élevé, c'est ce dont je viens de parler à l'instant. Et l'expérience montre la nécessité d'avoir, de préparer, d'avoir une organisation, de penser une organisation interne qui soit à même de mener la procédure. Pour vous donner un exemple, quand j'étais chez SNCF Réseau, vous aviez des équipes vraiment extrêmement dimensionnées dédiées au suivi des projets, avec une cellule juridique, une équipe de 4-5 personnes qui sont exclusivement sur le projet, sur la déclaration d'utilité publique lorsque le projet est dans cette phase et sur les autres phases ensuite. Mais vous avez vraiment une équipe qui est très importante, qui est dédiée au projet et c'est un élément essentiel pour déterminer si, en tout cas pour veiller au succès ou non du projet par rapport à cette étape que constitue la DUP. Et dans ce cadre-là, vous avez aussi un rôle extrêmement important des prestataires, parce qu'effectivement, vous pouvez aisément imaginer que quand vous êtes maître d'ouvrage public, chargé de la réalisation d'un projet, vous avez besoin d'experts extérieurs, essentiellement de personnes qui viennent du privé pour vous épauler dans le rôle qui est le vôtre. Ce sont des assistants à maîtrise d'ouvrage, comme on les appelle, ce sont les maîtres d'œuvre qui vont faire les études concrètement pour l'étude d'impact, le volet financier, ainsi de suite. Et vous avez aussi besoin de communicants, de personnes qui viennent faire connaître le projet, mais qui viennent le faire connaître de façon positive. Ce d'ailleurs pour contrebalancer
les informations qui sont en perdition un peu partout, ou en tout cas qui viennent de personnes qui sont opposées au projet. Donc, vous avez besoin d'avoir un contrepoids par rapport à tout ça et donc de vous adjoindre les services de communicants dont c'est le rôle et qui ont une expertise en la matière. Ça, c'est la première phase. Une fois que vous avez cette première phase, vous avez la seconde. Avant même de parler de cette seconde phase, on peut évoquer, j'évoquerai avec vous un principe général qui est très important, qui est le droit d'accès à l'information sur l'environnement. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que là, on rentre vraiment sur le sujet environnement plus spécifiquement. C'est que quelle que soit la situation, quel que soit le stade auquel le projet se situe, aujourd'hui, la loi donne à toute personne le droit d'accéder aux informations sur l'environnement concernant un projet, qu'il soit en cours de construction, qu'il soit en cours de travaux, qu'il soit en cours de conception, quel que soit le stade. Vous avez le droit, si vous le demandez, d'obtenir toutes les informations qui sont liées à l'environnement. Ce sont les informations sur l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, la santé humaine, la sécurité, tout, sans exception. Les rapports qui ont été établis par les autorités publiques, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, cela aussi permet aux citoyens, et essentiellement d'ailleurs aux associations qui veillent notamment à la protection de l'environnement, d'être au courant de tout ce qui se passe et de pouvoir, lorsqu'elles le souhaitent, agir en toute connaissance de cause, en tout cas avec les bonnes informations devant les autorités judiciaires si elles estiment qu'un projet porte atteinte à l'environnement ou pas. Donc, l'accès à cette information, c'est un préalable nécessaire lorsqu'on veut s'opposer à un projet, puisqu'effectivement, avant de s'opposer, il faut connaître exactement ce projet-là et ce droit à l'information qui est garanti par la loi et l'outil pour cela. Une fois que vous avez cette première phase qui est une sorte de phase préparatoire avec certaines, plutôt des généralités, vous tombez sur la seconde où on part des généralités pour venir au détail. Votre projet, il est scruté. Vous avez d'abord une première présentation qui est extrêmement générale, où on peut vous faire une certaine indulgence par rapport peut-être à certaines imprécisions qu'il y a sur votre projet. Par contre, dans la seconde phase, on regarde les choses de façon beaucoup plus concrète et de façon beaucoup plus détaillée. Et cela passe par les différentes autorisations administratives que vous êtes tenu de solliciter pour pouvoir ne serait-ce que démarrer les travaux.